Quand on s'est lancé en 2017, si t'as pas fait un PhD à Stanford, t'es pas data scientist. C'était un petit peu ça l'idée. Certains disaient oui, on peut pas être data scientist sans être PhD. Dans la data science, vous allez avoir deux choses, ou dans la data en général, vous allez avoir qui sont les besoins des entreprises. Et ça peut complètement être comblé par des profils qui sont pas PhD. Et vous allez avoir des besoins plus spécifiques, plus pointus, de la recherche, de la R&D. Et on a besoin absolument des deux. Et ce qui est sûr, c'est que on n'a pas besoin d'avoir 50 000 polytechniciens pour résoudre la pénurie. Pas du tout. On a besoin en fait d'un ensemble. Chacun va aller adresser la problématique où il peut apporter le plus de valeur. Pour certains, ça va être sur de la R&D très pointue. Pour d'autres, ça va être dans juste la capacité à être des doers. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Charles Sutton, CTO de Data Scientist. Après une formation à Dauphine, Polytechnique et Ternion, il a une première expérience entrepreneuriale dans le conseil avec YBC Data. Il lance en 2017 Data Scientist. C'est un organisme de formation continue en data qui forme à divers métiers, data scientist, analyst, engineer, etc. 5 ans d'existence et 7000 alumni, des centaines de promotions chaque mois. C'est aujourd'hui le leader en France, en Allemagne, en Espagne et au Canada de la formation continue en ligne en data. Bonjour Charles. Bonjour Marc et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, Data Scientist, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est et éventuellement comment est née cette boîte ? Effectivement, donc Data Scientist aujourd'hui c'est une centaine de personnes. On est leader dans les formations métiers de la data, mais à l'origine, et d'où le nom de Data Scientist, on était une plateforme dédiée au skill assessment. Et pour la petite anecdote, on avait créé donc une plateforme pour tester les gens dans le milieu de la data science. On est à ce moment-là à peu près en 2017. Qui est une époque où tout le monde est data scientist et personne n'est data scientist en même temps. Et fondamentalement, on n'a pas trouvé de marché sur ce produit, à part sur des entreprises qui avaient énormément de candidats, notamment des super cabinets de conseil en stratégie. Et on a du coup pivoté vers de la formation et on parlera peut-être un peu plus tard de l'histoire de ce pivot. Alors l'état des lieux sur le besoin de formation, c'est lequel, celui que vous avez fait en 2017 ? Alors justement, pour poursuivre l'anecdote, ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'on a réussi à vendre ce produit à un premier client qui nous avait demandé. Je peux le citer, c'est le BCG, qui est le Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil en stratégie qui recevait énormément de candidatures pour les métiers de data scientist et qui voulait développer son activité. En fait, c'est une entreprise qui est un peu atypique, c'est pas une entreprise moyenne. Et puis quand on a ensuite voulu vendre cette plateforme de skill assessment à d'autres clients, eux sont venus nous voir avec le problème inverse. On était dans une phase de pénurie de métiers de la data. Ils nous ont dit, écoutez, nous, on a 10 postes ouverts, on a 2 candidats. Ouais. On va pas les tester en plus, c'est un peu un frein au recrutement. Par contre, notre plateforme, elle est super. Si on pouvait en faire de la formation dessus, pour dire un petit mot de la plateforme, c'est une plateforme très expérientielle dans le sens où vous pouvez coder dans notre cloud pour les détails architecturaux et dans lesquels, typiquement, on voulait d'abord tester, puis désormais, on a fait une formation avec Python. Peut-être aussi pour prendre un petit peu de recul. En 2017, la formation en ligne, c'est moins évident. On était avant le Covid. C'était pas forcément perçu comme de la qualité. C'était des taux de complétion très bas. Et c'était une orientation souvent académique avec l'émergence de Coursera à cette époque-là ou un petit peu avant. Et donc, le besoin en formation, concrètement, on a énormément d'entreprises en France qui amorcent leur transition data et qui nous disent on est en pénurie de profils dans la data science. Ils étaient même dans une phase où ils définissaient pour eux qu'est-ce que c'était la data au sens large pour eux, leur stratégie data et quels étaient leurs besoins en compétences. Et donc, le premier client qu'on a rencontré, c'était le groupe Covea, qui est un grand groupe d'assurance MAF, MMA, GMF. Ça devrait plus parler à ceux qui nous écoutent. Eux-mêmes nous disent, écoutez, nous, on a des gens en multi-sites. En fait, historiquement, l'assurance, c'est à Niort, au Mans, etc. Et faire une formation en data science, c'est très compliqué pour nous parce qu'il faut amener tout le monde à Paris. Donc, il y a un problème d'espace et de logistique. Il y a un problème de temps parce que il faut tous leur bloquer 2 jours ou 3 jours consécutifs. Et aussi, on avait un problème tout bête d'IT qui est que installer Python sur un PC dans le monde de l'assurance, ça prend 1, 2 à 3 mois. Et ils nous ont dit, vous, avec votre plateforme, vous pourrez résoudre les 3 en même temps, puisque
et je pourrais expliquer un petit peu comment est notre ADN pédagogique, mais nous, notre formation est principalement en ligne, en asynchrone, c'est-à-dire une grande partie de la formation se fait en asynchrone, donc on n'avait plus cette problématique de temps. En ligne, donc on n'avait plus trop cette problématique d'espace. Et puis enfin, sur la partie déployabilité au sein du B2B, où là on a commencé, on n'a pas eu de problème parce que c'était notre plateforme et voyez-le un petit peu comme un Netflix ou un Facebook, vous vous connectez, vous avez accès, mais on n'utilise pas les ressources de l'ordinateur pour calculer et faire des modèles. Et alors, comment on apprend sur Data Scientist ? C'est quoi la méthode pédagogique ? Là, a posteriori, si je devais définir donc la méthode pédagogique et l'ADN qui aujourd'hui fait foi dès lors qu'on lance des produits et des formations, c'est que tout d'abord, on a un ADN qui se veut professionnel. Ça, c'est assez atypique dans le monde de la formation en bootcamp, sur des sujets de la tech, de commencer en B2B. C'est même quelque chose d'assez unique. Donc nous, on souhaitait tout de suite former des professionnels à des compétences professionnelles fortes à l'origine. Ensuite, on a des critères d'efficience dans le sens où les professionnels qu'on va former, ils sont en ressources de temps limitées, très souvent. Il va falloir leur apprendre un maximum de choses en un minimum de temps sans jamais vulgariser. Et c'est là la subtilité. Et enfin, ça c'est un parti pris qu'on avait chez Data Scientist, c'est de faire une pédagogie la plus active possible. Une espèce de combinaison un peu mutuelle entre des savoir-faire pédagogiques, c'est-à-dire créer des cours de qualité, un environnement qui sied un petit peu aux besoins des entreprises, et en parallèle un outil technologique qui, avec une certaine synergie entre ces deux réussites, permettrait de faire une expérience de formation qui est assez unique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, on va dire, dans l'expérience d'apprentissage ? C'est des formations qui se font toujours en groupe. Ça se fait toujours en campus inversé, c'est-à-dire que vous avez 80% de la formation qui se fait en asynchrone. L'outil plateforme, c'est un peu un outil central du dispositif sans être suffisant à la bonne réussite du dispositif pédagogique. On ajoute à cela ce qu'on appelle la validation continue, c'est-à-dire que tous les mois, si vous faites de la formation continue, ou toutes les semaines, si vous faites un bootcamp, vous devez valider des évaluations de programmation individuellement, ou vous devez faire des livrables sur des projets fil rouge qui accompagnent votre formation. Justement, le projet fil rouge, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'importance et d'intérêt, parce que c'est ce qui permet de ressentir une expérience de data scientist ou de data analyst ou de data engineer sur le cours que vous faites et qui vient aussi justifier par exemple d'une première expérience, quel que soit votre profil. Le dernier point qui est assez important, c'est qu'on a mis le paquet sur tout ce qui est l'expérience utilisateur et le support premium, ce qu'on appelle en interne. Il y a une vraie volonté d'accompagner les étudiants. Le gros biais qu'il y avait sur la formation en ligne et qui existe en fait toujours sur les plateformes massivement distribuées, donc les MOOC, les plateformes qui vous proposent des cours sur un petit peu tous les sujets du cloud ou de la data ou des compétences tech, c'est qu'on avait des taux de complétion qui étaient extrêmement bas. Pour donner une stat, je crois que Coursera revendiquait entre 10 et 20% de taux de complétion de leur formation à l'époque où on s'était lancé. Là où nous, aujourd'hui, et historiquement, on tient des taux de complétion qui vont de 95 à 100% selon les produits, les comptes, etc. Alors, ça tombe pas par hasard. C'est effectivement qu'autour de la synchrone, il y a du synchrone qui se compose en général par des masterclass, des cours magistraux que l'on fournit au groupe, justement, du mentorat projet qu'on a pu parler, et toute une équipe de customer care qui accompagne les utilisateurs à tout moment de leur formation pour s'assurer que tout va bien. Il y a aussi une sélection à l'entrée, ça c'est important pour s'assurer que les gens sont bien au bon endroit. Et donc, selon les produits de formation que l'on a, vous allez avoir des prérequis en général académiques et un test de skill assessment qui vient bien valider que vous êtes bien positionné pour la formation. Le test de skill assessment, c'était votre business au début, vous avez changé. C'est encore possible d'utiliser ça pour tester ces data scientists ? C'est tout à fait possible d'utiliser ça. Pour la petite anecdote, donc Data Scientist, effectivement, c'était donc, comme son nom l'indique, une entreprise qui visait à tester les gens. Peut-être aussi petite anecdote culturelle qui peut être marrant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à l'origine, on voulait comme logo un sphinx. Ce qui semble être en général la réponse majoritaire quand on demande aux gens à quoi ressemble notre logo. Pourquoi ? Parce que dans la mythologie, et pour les générations plus récentes avec Harry Potter 4, vous verrez que c'est le sphinx qui laisse passer ou pas quand vous avez une bonne réponse. Donc c'était un peu ça l'idée. Et à l'époque, on n'avait pas vu que c'était pas du tout un sphinx que le designer qu'on avait pris qui nous avait livré. Et pour anecdote, ça s'appelle un chérubin. Alors moi aussi, je suis tombé de haut quand j'ai appris ça. Et peut-être un petit clin d'œil à monsieur Trojman de la Société Générale qui nous l'avait fait remarquer. Et vous verrez, en fait, c'est un mix entre un lion, un aigle, un roi, etc. Et finalement, on l'aime bien, ce chérubin, donc on l'a gardé comme logo. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Ensuite, pour revenir sur le skill assessment, au début, on a gardé cette technologie pour évaluer les profils en fin de formation. Donc, il faut imaginer, je vous dis que la plateforme est expérientielle. Il faut imaginer que, par exemple, c'est des notebooks sur lesquels vous allez coder, dans lesquels c'est des use cases de data science que vous résolvez de manière assez didactique. Et puis, en fait, une fois que vous avez fini votre apprentissage, il y a une évaluation chronométrée sur laquelle on va vous évaluer, qui reprend exactement la même technologie que le skill assessment. Pour l'anecdote, les comptes avec
on a travaillé en formation, donc les banques, les assurances, l'énergie, etc., en B2B. C'était finalement un second produit qu'ils nous ont demandé une fois que leur maturité data elle a évolué, et on a fait ce produit skill assessment. Pour anecdote aussi, avec le BCG, l'aventure avait continué. On avait fait pas mal de tests d'abord pour eux, et puis in fine, ils nous distribuaient dans l'accompagnement des comptes dans leur transformation data, essentiellement à l'étranger. C'est quoi les profils qui viennent se former sur Data Scientist ? Alors, comme j'ai pu dire, selon les produits, vous allez avoir différents niveaux de prérequis. Peut-être déjà à l'initiative, qui sont ces profils qui viennent se former à l'origine. Vous avez souvent des professionnels, c'est pas une cible, on va dire, initiale ou d'étudiants qui vient. C'est souvent des gens qui ont déjà validé des diplômes, qui en sont dans leur carrière. Donc, je dirais que l'âge médian est autour de 30-35 ans pour nos étudiants. C'est des gens qui veulent, surtout le dénominateur commun de tous les apprenants de data scientist, c'est qu'ils veulent faire une transformation dans leur carrière, un boost. Alors, certains sont en poste et ils veulent peut-être amplifier leurs connaissances avec des techniques de machine learning, data science. Certains sont au sein d'une entreprise qui veut financer leur formation pour les faire évoluer. On va avoir des particuliers en poste ou en recherche d'emploi qui vont vouloir s'armer de ces nouvelles compétences pour aller vers de nouveaux métiers, data scientist, data analyst, data engineer. Le vrai dénominateur commun, c'est que c'est pour tous un point d'inflexion dans leur carrière, en tout cas qu'ils souhaitent amorcer et qui, dans la pratique, est bien réalisé à l'issue des formations. Donc ça, c'est le point commun. Bien sûr, avec ça, il faut une forte appétence pour l'analytique ou la data science, le machine learning. Et l'idée aussi des tests de positionnement que l'on a en début de formation, c'est de tester, bien sûr, est-ce qu'on a bien les bons prérequis académiques. Il y a aussi la motivation. 100% des profils qui viennent chez nous sont accueillis, donc ce qu'on appelle un conseiller pédagogique. Ce qu'on va plutôt préférer, c'est travailler tout de suite avec des profils motivés et bien positionnés pour aller chercher beaucoup de valeur pour eux, pour nous et pour la data science en général. Comment on filtre la motivation ? Alors ça, c'est d'excellentes questions. Bon, c'est vrai que nos conseillers pédagogiques sont hyper rodés à l'exercice. Déjà, c'est essayer de comprendre pourquoi ils entreprennent cette démarche de se former. Est-ce que c'était juste par simple curiosité ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un leur a conseillé ? Est-ce que, au fond, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire pour leur carrière et qu'est-ce qu'ils vont en faire après ? Alors bien sûr, on va jamais empêcher quelqu'un qui veut absolument s'inscrire et qui a le niveau académique de s'inscrire, mais on va toujours le ramener vers une compréhension du pourquoi et pourquoi il veut faire ça. Oui, parce que d'un côté, on a des entreprises qui veulent former leurs éléments, et puis de l'autre, vous avez des particuliers qui... tu parlais de financement par le compte personnel de formation, j'imagine, qui viennent se former pour se réorienter complètement après la fin d'un premier emploi, ce genre de choses. C'est exactement ça. Pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a commencé en B2B. J'ai pas peut-être précisé comment on a switché vers les particuliers. On a ouvert les particuliers. Je pense que tout le monde le devine un peu, mais c'est en 2020, dès lors qu'il y a eu les confinements et le Covid en France. Il faut imaginer que nous, toute notre croissance a été gelée, voire abattue sur le B2B par le Covid. C'est-à-dire que l'ensemble des cycles de vente que l'on avait et qui sont très longs en B2B ont été interrompus, avortés ou gelés en mars 2020. Ou plutôt en mai 2020, quand on a commencé à réécrire des mails. Et puis, c'est là où on s'est dit, pourquoi pas lancer les particuliers ? Effectivement, en France, il y a une chance énorme qui est qu'il y a énormément de dispositifs qui sont là pour soutenir les particuliers qui souhaitent se former. En numéro 1, qui n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui, mais qui pourtant est redoutable, c'est le compte personnel de formation, où, pour ceux qui nous écoutent, mais vous devez sûrement le savoir, dès lors que vous travaillez, vous cotisez sur votre compte personnel qui vous permet ensuite d'être mobilisé pour suivre des formations. Mais il n'y a pas que ce type de dispositif. Historiquement, on est un grand partenaire du Pôle emploi, et ce même avant le Covid, où là, vous avez souvent, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des financements qui sont existants, vous avez des financements régionaux, il y a énormément de financements possibles. Ça, c'est sur la partie, on va dire, B2C. Et puis aujourd'hui, on a un maillage qui est assez complet. Aujourd'hui, je dirais qu'on a vraiment 4 cibles. On va avoir les B2B gros qui vont faire des promos en intra. Donc ça, c'est ceux que j'ai pu citer plus tôt. On va avoir ensuite des plus petits B2B, donc ça va être des PME, ça peut être aussi des B2B qui n'arrivent pas trop à se coordonner pour créer des classes entières. Eux vont faire ce qu'on appelle de l'inter-entreprise. Il y a des classes en inter-entreprise. Il y a les particuliers qui veulent se former. Et enfin, on va accompagner des gens dans le retour à l'emploi. D'accord. Alors, la data science, c'est de la computer science d'un côté, et puis c'est des maths de l'autre. Notamment, comment est-ce qu'on apprend les maths sur une formation en ligne ? Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord, pour revenir donc sur le campus inversé, qui dit campus inversé dit il y a une partie... Alors aujourd'hui, on appelle en asynchrone et en synchrone. Alors ça peut ne pas forcément parler à tout le monde. Avant le Covid, on disait en ligne, en présentiel. Alors il faut savoir aujourd'hui que 100% de nos formations sont en ligne. Ça veut dire que vous vous déplacez jamais, vous pouvez travailler depuis chez vous
Voilà. L'asynchrone, c'est un temps où vous êtes avec vous-même. Il y a une plateforme qui est là sur laquelle vous accompagnez. Et le synchrone, c'est là où il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Donc typiquement, nous, il y a une vraie réflexion à chaque fois qu'on lance un produit sur qu'est-ce qui passe en asynchrone, qu'est-ce qui passe en synchrone. Il y a 2 curseurs clés pour définir ça. Il y a déjà la cible. Je donne un exemple. Pour un même produit, par exemple data scientist, si demain on est amené à le distribuer, je sais pas, à des étudiants, on va peut-être probablement mettre plus de synchrone parce qu'on est conscient que sur cette cible-là, ça va être plus bénéfique pédagogiquement. L'autre point, c'est le produit en lui-même. Plus vous allez avoir des produits accessibles, plus il va y avoir du synchrone, généralement. Et à contrario, c'est ce que je voulais illustrer, plus on va aller sur des produits pointus. Par exemple, je prends l'exemple de notre cursus Deep Learning Engineer, où vous allez apprendre des choses très avancées en Computer Vision et NLP. Généralement, on va mettre le taux de synchrone minimal que l'on a, c'est 20%. Et voilà, donc ça, c'est pour répondre maintenant directement à la question qui a été posée sur comment on apprend les maths, comment on apprend les sujets plus fondamentaux. Nous, il va falloir penser qu'il y a une partie qui va être validée en prérequis. Typiquement, pour les gens qui rentrent en cursus data scientist, on va demander un bac+5 scientifique. Donc, on ne va pas reprendre les bases d'algèbre, de proba, de stats ou d'analyse qu'ils auront vues généralement pendant leur licence ou pendant leur scolarité. On va quand même vérifier avec le test de positionnement que c'est toujours frais et à jour, parce que parfois, pour certains, ça fait 20, 25 ans qu'ils sont sortis des bancs de l'université. Donc ça, c'est le premier point. Et pour tout le reste, dès lors qu'on va entrer soit sur du scientifique plus pointu, soit sur des notions plus fondamentales, on va passer ça en synchrone. Donc désormais, ça va plutôt être pendant les masterclass, les cours magistraux, etc. Et dans la formation asynchrone, que vous avez sur la formation, on va plutôt orienter et on va mettre plus l'accent sur la pratique, la mise en pratique. Dans tous les cas, on vulgarise jamais. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une énorme panoplie de ce qu'on appelle des materials, donc des choses en plus qui vont accompagner la formation. Ça peut être ce qu'on appelle les fameuses cheat sheets, ces espèces de fiches d'anti-sèche où vous savez faire plein de choses, qui peuvent aussi bien être scientifiques pour faire des rappels de probastat que techniques pour rappeler les principales façons de programmer avec Python, par exemple. Voilà. Alors, on a parlé des élèves et les profs de Data Scientist. Qui sont-ils Qu'est-ce qui les séduit pour venir enseigner chez Data Scientist ? Alors, c'est une excellente question puisque c'est l'équipe que je dirige. J'ai peut-être pas présenté aussi mon rôle au sein de l'organisation chez Data Scientist. Donc, moi-même, je suis en charge de la partie technique. Alors, qui sont ces profils qui viennent ? Historiquement, c'était beaucoup d'étudiants de grandes écoles d'ingénieurs en sortie d'école. Alors, ça peut paraître paradoxal. Nous, ce qu'on regardait, c'était une forte appétence pour la pédagogie, une certaine excellence scientifique. Et nous, derrière, on s'occupait aussi de former, accompagner. Il est bien sûr évident que l'ensemble des profils qui sont chez nous ont soit une énorme appétence, une énorme expertise dans le domaine, soit ils sont formés pour pouvoir délivrer. Personne, on va dire, n'est jeté comme ça dans l'arène. Depuis, ça c'était dans les années 2017, 2018, 2019, on va dire. À partir de 2020-2021, on a un peu ouvert nos recrutements avec des gens plus pointus. C'est vrai que les gens ont commencé à avoir de l'expérience en machine learning, en data science, en deep learning. Donc là, il y a des profils plus expérimentés qui nous ont rejoints, qui vont porter aussi souvent des produits un peu flagship, donc deep learning, MLOps, ML engineering, etc. Et donc là, on va avoir des profils qui ont plus d'expérience, plus expérimentés. Donc on a ces deux sources qui coexistent encore. Sur les produits, sur les grandes écoles d'ingénieurs, on va plutôt envoyer les profils sur ce qu'on appelle nos produits vanille, donc data analyse, data science, qui sont des produits super installés en run mode, comme on dit. Et on a ouvert aussi un dernier profil très intéressant et très non conventionnel, c'est qu'on recrute nos anciens. Donc fondamentalement, il y a des gens qui suivent nos formations. Certains sont en poste 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils ont une forte appétence pour la pédagogie, ils ont aimé Data Scientist, le dispositif, les équipes, etc. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de profils qui sont assez bien répartis selon ces 3 critères. Des anciens, des experts et des profils grande école d'ingé avec une excellence scientifique qui est propre à ces formations-là. Et c'est un tout cohérent parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice, sa façon de voir les choses, et c'est ce qui est très intéressant. Peut-être le dernier point aussi, c'est que nos programmes aussi, on les fait pas dans notre tour d'ivoire. On est énormément accompagné par des externes. Précisément, pour chacun de nos produits, on fait ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement qui sont souvent constitués d'un professeur des universités, d'un professionnel reconnu du domaine qui est externe à Data Scientist au sens où il n'a pas fait la formation, ou c'est pas quelqu'un avec qui on travaille en B2B, etc. Et un ancien. Et puis ça, c'est aussi ce qu'on appelle nos antennes, qui viennent nous dire pour chaque produit comment ils évoluent, etc. Ça, on pourra en parler un petit peu de l'évolution de la data, mais le cursus Data Scientist chez Data Scientist, il évolue tout le temps. Alors, il a été créé en 2017, mais celui qu'on vendait en 2017 et qu'on proposait, et celui qu'on fait en 2020 et celui qu'on fera en 2025, ce sont 3 produits très différents qui s'adaptent exactement aux attentes autour de ces métiers, et tant en termes de compétences que de rôle aussi au sein des entreprises. La data, ça a été montré comme un Eldorado dans lequel tout était possible. Il y a eu énormément de profils qui se sont reconvertis là-dedans.
Et donc, tous les gens qui recrutent des profils data sont habitués à énormément de profils reconvertis et à faire très attention aussi avec ça, dans le sens où on a vite fait de présenter un profil comme expert en data science alors qu'il a passé 10 ans à faire autre chose et qui s'est reconverti l'an dernier. Est-ce que vous vous en occupez de ce point-là, d'une part, et d'autre part, quel est le persona d'entreprise type qui sera intéressé par le profil qui sort de data scientist? Alors, c'est tout d'abord une excellente question. Ce qu'il faut voir déjà, c'est quelle est la problématique aujourd'hui et comment on arrive là. Alors déjà, le point de départ, c'est qu'il y a une pénurie de compétences et donc une pénurie de profils qu'il va y avoir dans les entreprises qui elles-mêmes ont amorcé une transformation data, pour certaines assez tôt, on parle des années 2015-2016, pour certains plus tard, c'est dans les années récentes. Et dans tous les cas, qui dit pénurie dit que les exigences vont descendre. Donc je vais donner des exemples. Quand vous êtes une très grande entreprise qui a tendance à recruter, on va dire, des profils de niveau A sur leur CV ou leur formation, s'il n'y a plus de compétences, et bien sûr, ils vont être plus susceptibles d'ouvrir un petit peu, on va dire, les vannes, etc. Nous, aujourd'hui, cette pénurie de la tech, comment on l'analyse? Pareil, un petit peu en frontal avec ce qui était proposé à l'initiative en 2017 quand on s'est lancé. Il faut se rappeler que quand on s'est lancé en 2017, si t'as pas fait un PhD à Stanford, t'es pas data scientist. C'était un petit peu ça l'idée. Ouais. Certains disaient oui, on peut pas être data scientist sans être PhD. En fait, il faut rentrer un peu dans le détail de cette analyse. Dans la data science, vous allez avoir deux choses, ou dans la data en général, vous allez avoir ce qui sont les besoins des entreprises. Et ça peut complètement être comblé par des profils qui sont pas PhD. Et ça va plutôt être notre cœur de cible, à vrai dire. C'est aujourd'hui, une entreprise a besoin de gens qui savent faire de la BI, qui savent faire des modèles de machine learning et les mettre en production, etc., etc. Donc ça, c'est le gros des besoins des entreprises et c'est celui qu'on va adresser. Et vous allez avoir des besoins plus spécifiques, plus pointus. Et je crois savoir, Marc, aussi que c'est là où tu travailles bien, ce qui va être de la recherche, de la R&D. Et on a besoin absolument des deux. Et ce qui est sûr, c'est que on n'a pas besoin, pour parler par exemple sur le cas français, d'avoir 50 000 polytechniciens pour résoudre la pénurie, pas du tout. On a besoin en fait d'un ensemble. On a besoin bien sûr des polytechniciens, des centraliens, des grandes écoles d'ingénieurs, mais aussi des autres ingénieurs. Et chacun va aller adresser la problématique où il peut apporter le plus de valeur. Pour certains, ça va être sur de la R&D très pointue. Pour d'autres, ça va être dans juste la capacité à être des doers, c'est-à-dire vraiment de coder et de travailler. Et nous, on est plutôt sur ce positionnement. Et donc, le persona d'entreprise qu'on va adresser, ça va être effectivement sur ceux qui vont avoir besoin de ces doers, c'est-à-dire ces gens qui, dans les entreprises, vont pouvoir adresser les problématiques, accompagner cette transfo data, la continuer. Et c'est vraiment ça ce qu'on fait. Effectivement, on ne va pas former des gens pour aller chez DeepMind ou chez Tesla ou chez Google X dans les pôles R&D. On va plutôt former des data scientists qui veulent entrer dans des grands groupes, des sociétés de services, des startups et sur lesquels on va avoir besoin de profils qui ont ces compétences-là, qui sont recherchées. Peut-être un point aussi qui est intéressant, mais ça c'est plus mon avis personnel, ce qu'on va trouver chez les gens qui font des reconversions, pas seulement chez Data Scientists, mais chez nos concurrents, c'est une valeur courage. C'est-à-dire c'est pas évident sur des profils qui ont 30-35 ans de se dire ah bah tiens, j'ai un bac plus 5 scientifique, je suis en poste, mais je vais quand même aller faire une formation exigeante de 400 heures, qui est quand même un effort lourd, soit en bootcamp, soit pendant un an, pas le soir et week-end, parce que comme vous savez maintenant, vous pouvez faire quand vous voulez avec la plateforme, mais ça, c'est une valeur courage qui est énorme. Et ça aussi, c'est, je pense, des valeurs qu'on peut rechercher chez des profils qui font des bootcamps, et donc pour ceux des profils qui suivent les formations Data Scientist. Donc voilà, et les personas d'entreprise, pour répondre explicitement, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui conduisent une grosse transformation data, donc les B2B. Dans les startups, on va chercher plutôt des multispécialistes, c'est des gens qui sont capables de faire du machine learning, de la data, mais aussi qui ont peut-être un peu de bouteille dans d'autres domaines et qui vont pouvoir avoir cette double casquette-là. Et bien sûr aussi les entreprises de services numériques. Donc là, on va avoir besoin de consultants data et ça paraît qu'ils vont plutôt être en interaction avec les B2B qui recrutent directement sur des projets plus spécifiques. Voilà. D'accord, alors data science c'est une chose, et puis il y a tout ce qui est data engineering, tout ce qui se rapproche un peu plus du software. Tout ça, c'est un monde qui foisonne d'outils, des outils qui évoluent, qui changent d'un jour à l'autre. Quels sont les outils que vous choisissez? Comment est-ce que vous restez au fait des tendances, des nouveaux outils? Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses qui ont l'air très statiques, très imposées, etc. Alors qu'au contraire, la data, c'est vraiment un monde qui vit aussi bien dans les positionnements, les entreprises, les postes en eux-mêmes et les outils. Aujourd'hui, la data, pour faire simple, nous, on a une grande chance chez Data Scientist, c'est qu'on est très indépendant sur le choix des outils et comment on promeut. Parce qu'on va dans les partenaires de l'ensemble des grands acteurs. Si on prend le cloud, dans les partenaires de AWS et Azure, et même si ça reste assez confidentiel, vous le devinerez, un troisième grand provider qui devrait être partenaire avec nous d'ici peu.
Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est, dans les tendances et les outils choisis, c'est des produits qui vivent. Donc, si on prend l'exemple, je vais essayer de décliner assez rapidement. Sur les métiers de la data science et data scientist, on a convergé vers quelque chose d'assez stable. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une demande qui est assez continue et stable en data scientist, mais on va attendre d'eux d'avoir beaucoup plus de compétences en engineering, dans le sens où capable de mettre en production, dépasser le cadre du notebook, ça on l'entend beaucoup en ce moment, mais dépasser le cadre du prototype et d'aller en production. Dans les grandes entreprises, pour avoir cette capacité d'interaction et pensée scalable, parce qu'on a dépassé le cadre du POC, on est sur des choses qui passent en prod aujourd'hui. Et dans les startups, pour avoir un multispécialiste, qu'on a pu dire, plutôt que d'avoir un data engineer, un data scientist qu'on peut pas se permettre en tant que startup, on a quelqu'un qui est capable de faire les deux. Sur les métiers ensuite, data analyst, data engineer, là on sent une énorme explosion de demande des profils sur ces deux domaines, l'analytics et engineering. Pourquoi ? Parce que y a deux choses. Pour moi, et c'est mon analyse, c'est que énormément d'entreprises ont beaucoup grandi en maturité dans la data et on arrive sur cette vague-là où aujourd'hui on peut faire. Donc avant on n'avait pas les données, on n'avait pas les warehouses, on n'avait pas les data lakes et donc on pouvait pas faire tout simplement de la BI dans les BU. Aujourd'hui on peut et donc on a besoin de ces profils-là plutôt en analyste. En engineering, c'est pour opérer cette transformation data et avoir des gens qui amènent la data ou peuvent mettre en production et donc ça aussi il y a de plus en plus de demandes. Donc ça c'est des besoins qui sont croissants. Concernant les outils aussi, sur les métiers d'analytics et d'engineering, du fait d'une grosse maturité data, on voit énormément d'outils apparaître, le cloud se démocratise, les outils aussi, certains commencent à monter en maturité. Si on prend de la BI, il y a énormément d'outils qui sont proposés. Nous, la très grosse demande, elle repose autour de Power BI, essentiellement dans la BI, mais je sais qu'il y a énormément d'autres outils qui sont demandés. Looker chez de Google, on va avoir Metabase, on va avoir énormément d'outils, Microstrat, Tableau. On est capable d'accompagner. Au fond, c'est des outils. Ce qui est important aussi, c'est leur utilisation. Sur les parties engineering, on va avoir beaucoup de technos qui sont demandés. Fondamentalement, ça, c'est une constante malgré tout, c'est que l'open source a un peu la préférence de la communauté data. Un exemple que j'aime bien, c'est DBT, par exemple, où on va avoir pas mal de concurrents et qui, quand même, tient la trajectoire haute à ses principaux concurrents plutôt dans l'engineering. Et donc, voilà, c'est ce qu'on observe. Donc, ça vit. Il y a des produits qui montent, il y a des produits qui descendent, il y a des besoins qui évoluent. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une maturité qui avance et donc il y a des profils et des outils qui se mettent en face. Et ça, c'est hyper intéressant à regarder. Et comment nous, on se tient au fait de ça ? Je vais peut-être redire un petit peu et faire de la redite. Nous, on a effectivement les conseils de perfectionnement qui sont un peu nos antennes et qui nous permettent d'avoir un petit peu en avance de phase les infos. Ce qui est cool, c'est qu'aussi on a un ADN très B2B historiquement. Donc, on est au contact des entreprises qui développent ces besoins-là, etc. Et donc, très tôt, on sait ce qu'elles ont besoin. Alors, généralement, une entreprise classique, elle va d'abord passer par un consultant. Une fois qu'elle a bien compris son besoin, elle va en former et enfin, elle va recruter. Et donc, dans cette configuration-là, dès lors que nous, on intervient à peu près entre cette phase-là où ils sont conseillés et on forme, on sait très très tôt quels sont les besoins de demain en data science. Et c'est vrai que ça nous donne un vrai avantage compétitif sur une concurrence qui est plus B2C parce qu'on est à l'écoute de ce que nous demandent les entreprises et qui finalement va se répercuter dans le monde des particuliers plus tard. Peut-être un écueil qu'on a pu faire une fois, c'est de pas trop succomber à la hype. C'est-à-dire parfois il y a des outils qui vont énormément monter ou des use cases qui vont énormément monter. Et il ne faut pas tomber dans cet écueil. Typiquement, en ce moment, on parle beaucoup de GPT-3. Il ne faut pas tomber dans l'écueil de penser, surtout quand on veut former, comme j'ai dit, des doers, que tout le monde doit savoir faire un chatbot ou comprendre comment on entraîne un GPT-3. Parce qu'en fait, dans la pratique, je pense qu'il y a très peu d'entreprises en France qui n'auraient ne serait-ce que les ressources computationnelles d'entraîner un tel modèle. Alors, j'en parle encore moins de le mettre à disposition et de l'utiliser dans les cas pratiques. Vous vous servez de la data également en interne pour piloter votre entreprise ? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc, nous, on a 1500 étudiants, 7000 alumni. Fondamentalement, on n'a pas non plus des pétaoctets de données, ni des usages qu'on pourrait en faire de ces données quand bien même on les récupérerait. Là où il y a des besoins fondamentalement en data qui sont plus intéressants, sont plutôt dans l'autre département, dans le département business. Et là, on a aussi beaucoup plus de data, du fait qu'on soit extrêmement présent en ligne et bien référencé. C'est comment on va, par exemple, gérer nos campagnes de digital marketing. Pour vous donner un exemple, on reçoit autour de 3 millions de visiteurs sur notre site annuellement. On va avoir des budgets ads qui sont alloués. Les équipes de data, donc mes équipes, vont aller collaborer avec les équipes acquisition pour essayer, par exemple, de piloter les campagnes marketing. Ça, c'est un usage. Un autre usage intéressant de R&D interne, c'est aujourd'hui, on avait une compta qui était très standard, on va dire, dans notre société jusqu'en 2020. Et puis, à partir de 2021, on a décidé d'avoir une approche produit et plus analytique. Et là, par exemple, alors c'était pas de la data science ou du machine learning, mais on est rentré plutôt dans les sujets de BI. Et donc, avec la BI, on a réussi à
faire de la compta quelque chose déjà de plus enthousiasmant, en tout cas de mon point de vue, et aussi de plus cohérent et de plus orienté produit, et c'était vachement intéressant. Peut-être quelques autres usages que je peux le balayer, on utilise beaucoup de data et de machine learning. On va avoir par exemple au sein de l'équipe data, pareil aussi beaucoup de monitoring, souvent sur la qualité. Donc nous on est très très data driven, donc on va avoir beaucoup de prise de feedback, aussi bien sur la qualité des interventions, la qualité des enseignements, la satisfaction des utilisateurs, les taux de complétion, etc. Et en fait typiquement j'ai des référents opérationnels en interne qui peuvent vous dire vous voulez votre dashboard pour savoir comment vous animez des masterclass qui sont nos cours magistraux, et une personne peut savoir à peu près se situer, voir comment il se situe par rapport aux autres, la qualité. Donc voilà, on a des usages. Quels sont les usages qu'on pourrait faire du machine learning aujourd'hui ? J'ai pas de vision concrète. Typiquement, on pourrait essayer de forcer un peu la chose en disant tiens, quelle approba que quelqu'un réussisse un cours ou un examen. Mais fondamentalement, je pense que ça serait un peu overkill de faire ça, dans le sens où, aujourd'hui, on le sait très bien rien qu'à la lecture du fichier. Si demain, on a 1 million d'utilisateurs, ça peut être intéressant. Mais là, c'est encore un peu tôt. Peut-être un dernier point intéressant, et ça peut croiser avec les profils qui sont chez nous. Les profils qui sont chez nous, je disais, ils font pas de l'enseignement une activité principale. Ils ont essentiellement 4 heures en cours magistraux, mais après, ça se répartit le temps entre développement de cours, mentorat projet et R&D. Et dans la dimension R&D, ce qui est intéressant, c'est que nous, on applique une stratégie R&D sur lequel on a la chance de pouvoir travailler sur absolument ce qu'on veut, puisque on n'a aucun biais qui nous pousserait à aller sur de la R&D spécifique. On a identifié 4 thématiques, je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais c'était les biotech, le signal processing, l'analytics dans le sport pour le département analytics, et plus récemment aussi les mathématiques pour l'économie et la finance. Donc ça, c'est 4 thématiques qui sont ressorties. Et puis en fait, c'est les sujets R&D sur lesquels ils peuvent travailler, qui généralement, une fois qu'ils sont assez mûrs, atterrissent dans notre catalogue projet qu'on fait avec les utilisateurs. Et pour l'anecdote, c'est assez sympa. Là, en ce moment, on a tellement bien avancé sur un sujet de débiaisage des images, donc ça peut être intéressant, que on est en train d'écrire un paper avec un groupe projet, donc ça, c'est assez intéressant là-dessus. Mais bon, voilà, ça, c'est des petits upsides qu'il y a à travailler chez Data Scientist. Mais donc, finalement, on fait du machine learning de haut niveau, mais pas forcément pour le bien de la boîte. Au fond, on peut le dire pour le kiff, voilà. Est-ce que tu as une anecdote ou une opinion à nous partager sur la data ? Peut-être une opinion qui est intéressante. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la data, et pareil, il ne faut pas céder aux sirènes qui sont évoquées. J'aime bien revenir aux origines en 2017, le contexte. On disait, data scientist, le métier le plus sexy du 21e siècle. Je pense que c'était le meilleur marketing possible de la data science. Et ce qu'il faudrait voir, il ne faudrait pas que la data, ça soit quelque chose à part ou en plus dans une entreprise. Moi, je le vois un peu comme le digital. Ça, c'est intéressant parce que quand je collabore aujourd'hui avec les entreprises, on parle beaucoup de data factory, de transformation data, etc., etc. Vous prenez tous ces wordings-là, vous revenez 10 ans en arrière et on parle de transformation digitale, de digital factory, etc. Et donc, c'est quoi l'analogie ? C'est que la data sera l'affaire de chacun dans les entreprises demain, de manière plus ou moins profonde. Certains, comme on a pu dire, font de la R&D, ça sera leur métier d'être des vrais data scientists, au sens de scientist. Mais demain, on peut imaginer, je parlais de la compta, que demain, un comptable doit savoir utiliser un dashboard de BI, ou que quelqu'un qui fait du web marketing ait des notions un petit peu de statistique ou de data analyse pour mieux piloter ses campagnes. Et on va assister à cette intégration et cette fusion des compétences entre ce que l'ensemble des corps de métier d'une entreprise et cette extension-là qui est permise par la data. Et bien sûr, heureusement, il faut des profils plus spécialistes qui auront leur place dans ces entreprises. Donc ça, c'est un peu mon opinion. Donc c'est pas juste un métier de spécialiste ou quelque chose de compartimenté. La data, c'est quelque chose qui va vraiment se fondre dans les entreprises petit à petit. Et c'est des choses qu'on peut déjà voir. Et c'est une transformation qui opère. Donc oui, c'est un métier sexy. C'est une transformation importante du 21e siècle. Mais attention, faut pas le voir comme des ovnis ou des super champions de l'entreprise. Au contraire, ça va être une affaire collective, la data. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Si c'était à refaire, moi, ce que j'aurais fait, principalement, c'est essayer assez vite de prioriser pour Data Scientist la compétence pédagogique à la data science pure. Alors, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on opère, mais je serais allé un petit peu plus vite. Aujourd'hui, le vrai savoir-faire de data scientist, bien sûr, il est dans l'excellence scientifique, académique, technologique, avec la plateforme, mais peut-être à mon niveau plus personnel, ça va être dans le fait d'avoir insufflé cet ADN pédagogique de qualité qui peut se retrouver aujourd'hui, par analogie, dans toutes les autres pénuries de la tech. À vrai dire, c'est pas pour rien qu'on ouvre aussi d'autres marques en cyber, en développement, etc., sur lesquelles on va essayer d'appliquer les mêmes schémas pédagogiques. Fondamentalement, je me rends compte aujourd'hui en 2021, 2022 plutôt, et bientôt 2023,
que les conseils à viser des gens qui sont plus spécialisés ou là où j'étais moi spécialiste avant, comme la formation en data science, se révèlent parfois plus pertinents, plus percutants. Et il ne faut pas hésiter justement à les écouter. Là où moi, ma valeur ajoutée va plutôt être, j'espère, et sur le long terme, sur cette capacité à lancer des produits pédagogiques, amener cette innovation. Je ne sais pas si c'était à refaire, je pense qu'on a quand même fait les choses comme il fallait, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant et pour la suite, quoi. Donc voilà. Alors justement, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la suite pour Data Scientist ? Alors la suite de Data Scientist, donc aujourd'hui effectivement on a la chance d'être leader sur le marché français dans la data. On a des ouvertures en Espagne, en Allemagne, au Canada. Donc dans la suite logique, on aimerait continuer notre expansion géographique en Europe, à l'international surtout bien sûr. On a un enjeu de couvrir plusieurs fuseaux. Là on ouvre l'Amérique en janvier avec le Canada, le continent américain, mais on va essayer de s'étendre là-bas. Deuxième enjeu, j'ai pu aussi en parler dans les grandes lignes, c'est d'essayer d'aller chercher des cibles un peu plus à la frontière du monde du travail. Donc de développer nos savoir-faire avec les fonctions publiques. On accompagne beaucoup les chercheurs d'emploi dans le retour à l'emploi avec un certain succès. En 5 ans, on a très directement trouvé un emploi à plus de 350 personnes dans les métiers de la data. Bien sûr, c'était des chercheurs d'emploi qualifiés, le plus souvent, on ne fait pas de miracle non plus. Et aussi l'autre point, c'est d'aller peut-être aller chercher des profils où il y a une grosse porosité entre l'université et le monde du travail. Et probablement que vous voyez de quoi je parle, mais c'est l'alternance. Aujourd'hui, en M1, M2, on a des profils qui mettent le pied à l'étrier dans le monde du travail. Et nous, aujourd'hui, c'est plutôt des profils qu'on va essayer aussi d'aller adresser. Donc, une extension de nos cibles par rapport aux cibles traditionnelles. Et un troisième objectif, ouvrir ce savoir-faire pédagogique à d'autres pénuries de la tech sur lesquelles on retrouve exactement les mêmes schémas. La cyber, les métiers du développement et pourquoi pas à terme encore d'autres pénuries. L'avenir nous le dira. Super, merci Charles. Merci à toi Marc. Vous venez d'entendre Charles Sutton, CTO de Data Scientist sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Nicolas Marché, anciennement Head of Sales de Spendesk, pour nous parler de son expérience avec la data. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.